Hello Nathalie, merci d'avoir accepté mon invitation pour cette première vidéo discussion, un nouveau format que je teste pour The Productive. Alors avant de démarrer, un petit mot sur The Productive pour ceux qui me découvriraient au travers de ce format. Après plus d'une douzaine d'années dans la tech et une assez longue expérience dans une startup à mission, j'ai décidé il y a 1 an de créer du contenu sur l'impact sociétal de nos produits digitaux. Et après plusieurs meet-ups, quelques talks et des invitations dans 2-3 podcasts, j'ai voulu m'engager un peu plus sérieusement sur le sujet et j'ai lancé en septembre 2024 une newsletter, The Productive. Cette vidéo, c'est la première d'une série que j'espère longue, qui vient en extension de la newsletter bimensuelle. Voilà pour la parenthèse. Du coup, Nathalie, tu l'auras compris, tu es un peu ma cobaye aujourd'hui. Mais j'ai aucun doute sur le fait que ce sera concluant, parce que je sais qu'on a plein de trucs à se raconter sur le sujet du jour. Ouais. Aujourd'hui, on va parler de ton parcours de recrutement chez Jagi, où tu es arrivé en tant qu'Head of Product il y a quelques mois, et tu es désormais CPO là-bas. Félicitations pour ça. Plus spécifiquement, on va parler du use case un petit peu particulier sur lequel tu as dû plancher à l'époque. Est-ce que tu es prête? Allez, c'est parti. Alors, avant de démarrer dans le vif du sujet, j'aimerais que les auditeurs et les auditrices en sachent un petit peu plus sur toi. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours dans le produit avant Jagi? Qu'est-ce qui t'a amené jusque-là? Ouais, du coup, donc j'ai un peu plus de 10 ans d'expérience, dans le produit et environ 15 ans d'expérience en tout. Donc vous l'aurez compris, j'ai démarré dans le produit sans que ça s'appelle vraiment comme ça. J'ai commencé à vraiment faire du produit, chez un éditeur de logiciels en B2B, il y a du coup un peu plus de 10 ans, dans une organisation qui était, pas mal mature à l'époque, sur ces orgas produits, et j'ai eu l'opportunité de switcher d'un rôle de, alors ce qu'on appelait PMO, donc vraiment de gestion de projet d'implémentation, vers un rôle vraiment de product manager, pour lancer une nouvelle offre autour de la techno, l'idée étant de donner la possibilité à nos clients d'ajouter leur couche de configuration eux-mêmes, via un outil basé du coup sur cette techno. Je fais ça pendant quelques temps, et ensuite j'ai voulu deep dive un peu plus dans le métier vraiment du product, et donc j'ai rejoint une start-up qui faisait de la voiture connectée en tant que product owner. Et j'ai fait ça pendant un peu plus de 2 ans, donc product owner puis head of product, donc une startup, donc avec une vingtaine de personnes dans l'organisation. Suite à ça, j'ai fait une petite pause, si on peut appeler ça une pause entrepreneuriale, dans un domaine complètement différent, mais dans lequel j'ai pu aussi continuer à faire en fait du PM, même si je faisais beaucoup plus de choses que ça. Et j'ai fini par vouloir retourner vers ce métier. Je me suis rendu compte que c'était vraiment ce qui me passionnait. Donc j'ai rejoint une entreprise qui s'appelle Lifun, qui opère dans le domaine de la transmission de documents et données médicales, et qui cherchait à senioriser ses équipes produits. Donc je les ai rejoints, et depuis peu, comme tu l'as dit, donc en tant que Head of Product et maintenant CPO chez GH. Ok, trop cool. Du coup, tu as fait plein de trucs différents entre de l'entrepreneuriat, de la techno propriétaire, de l'assurance, du médical, et du coup, tu as poursuivi dans la santé avec Jagi. Jagi, du coup, se présente comme la mutuelle des entreprises engagées, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la boîte, son historique, la taille de l'équipe, ce genre de choses? Ouais, donc GAGI, c'est un peu plus de 75 personnes maintenant. Ouais, ça doit être ça. Ça a 3 ans d'existence. Et c'est une double activité. En fait, GAGI, c'est un éditeur en marque blanche d'une plateforme 360 degrés de gestion de la protection sociale, donc des assurances santé. Et c'est aussi une mutuelle en nom propre, on va dire, qu'on pourrait qualifier de néo-mutuelle. Et donc, avec une ADN santé responsable très forte, c'est une entreprise à mission. L'idée, c'est d'apporter de la clarté sur ce que coûte la santé en France, sur le rôle des
différents acteurs qui jouent leur rôle dans cet écosystème, donc que ce soit sécurité sociale ou tout ce qui est régime complémentaire, assurance mutuelle, etc. Et d'embarquer tout ce joli petit monde vers des pratiques plus vertueuses que ce qu'on peut voir aujourd'hui. Donc pas mal de travail, une belle mission. Et du coup, J'agis, c'est en gros de l'accompagnement. C'est un partenaire en fait. On se veut comme le partenaire engagé pour les adhérents et pour nos utilisateurs, donc clients de notre marque blanche, dans leur quotidien pour tout ce qui tourne autour de la protection sociale, pardon, et des parcours de santé. Ok, du coup, vous êtes d'une part votre premier client, si je comprends bien, avec le côté néo-mutuel. Et du coup, vous essayez d'infuser cet état d'esprit, ce côté très vertueux, en tout cas de réinfuser, parce que c'est un peu l'origine des mutuelles aussi, Ouais. de réinfuser tout ça chez ceux qui utilisent votre plateforme en marque blanche. Ouais, c'est exactement ça, tu as raison de le préciser. En fait, les mutuelles sont quand même aussi à l'origine de la naissance de la sécurité sociale, en tout cas le modèle mutualiste. Il y a certaines valeurs qui peuvent avoir été un peu perdues ou qui passent après d'autres considérations aujourd'hui. Et donc l'idée de Jagi, c'est vraiment de rattraper ces valeurs et d'utiliser la techno aussi pour y arriver. Grâce à la techno, on va pouvoir, par exemple, réduire tous les coûts qui sont liés à la gestion des contrats d'assurance et donc pouvoir utiliser cet argent gardé, sauvé, on va dire, pour être réinjecté dans des projets qui vont aller vers l'inclusion sur les parcours de soins, diffuser vraiment la santé partout sur le territoire. Ok, trop chouette. Alors, quand on avait discuté il y a quelques mois de tout ça, on avait évoqué, enfin, tu m'avais beaucoup parlé de ton recrutement. Et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que je considère que recruter dans une entreprise à mission, une entreprise à impact, c'est pas tout à fait la même chose que de recruter dans une startup ou une scale-up lambda, dans le sens où les personnes ont encore plus d'importance. En tout cas, l'adéquation des personnes avec la mission de la boîte a encore plus d'importance. Toi, tu m'avais raconté que ton recrutement chez Jagi avait été rapide, voire extrêmement rapide, je pense que tu vas nous en reparler, mais ça avait eu un très fort focus sur la mission, et que c'est ça finalement qui t'a fait rejoindre la boîte. Sans Ouais. rentrer dans le détail du use case dont on va reparler après, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu rapidement comment ça s'est passé pour toi? Je suis complètement alignée avec toi. Je pense que l'aspect humain dans des entreprises à mission ou des entreprises qui travaillent sur un produit, un marché à impact positif est hyper important. Moi, je vois deux choses qui sont intéressantes à mentionner dans mon process de recrutement. Donc, comme tu l'as dit, ça a été quelque chose de très rapide. Au-delà de la rapidité, en fait, j'ai très rapidement pu identifier les valeurs qui sont liées à la mission de l'entreprise. Donc la mission, comme j'en ai parlé juste avant, ça implique des valeurs de transparence, d'honnêteté, d'humanisme, entre autres. Et en fait, avoir un process rapide, c'est pas juste se dire trop cool, en moins de 2 semaines, j'ai rencontré tout le monde et c'est super. C'est surtout que c'est no bullshit. Si ça matche bien avec les gens, on n'attend pas 3 jours avant de se rappeler, on te le dit tout de suite, on passe à la suite. Ça montre aussi beaucoup de pragmatisme parce que on n'est pas là pour te faire perdre du temps, on n'est pas là pour faire perdre du temps à ceux qui te rencontrent. Tu rencontres les personnes pertinentes, tu mutualises les rendez-vous. En tout cas, il y a pas de posture adoptée, en fait, pas d'ego dans ce process-là, ce qui est quand même rassurant. Et puis, ce côté humain, moi, j'ai rencontré vraiment des personnes, des profils atypiques. Il y a beaucoup de gens qui sont chez Jagi, qui sont là parce que Quentin, le CEO, a rencontré ces personnes-là, il a rencontré des caractères, il a rencontré des personnes qui ont des qualités et il a trouvé intéressant de pouvoir les impliquer dans le projet qui mène. Parfois même, s'il n'y avait pas de poste ouvert qui pouvait leur correspondre, il leur a trouvé une place et ça, c'est hyper important. On entend souvent des belles valeurs, je trouve, autour des entreprises. La Startup Nation a pas mal propulsé ça aussi, hein, et en fait, on se rend compte assez souvent, malheureusement un peu trop souvent, que c'est pas des valeurs qui sont incarnées
Et en fait, moi, je tiens à dire que, bah, il y a des entreprises pour qui c'est vraiment le cas et il y a des signaux qui ne trompent pas pendant les process de recrutement et je pense que ceux-là en font, clairement partie. Puis après, bah, l'ADN santé responsable est partout, hein, dans les points, dans l'énergie, dans les relations entre les personnes, dans l'organisation de l'entreprise aussi, parce qu'il y a des éléments qui sont mis en place pour incarner la mission de l'entreprise au-delà de juste, bah, ce qu'on fait au quotidien dans notre travail. Et puis, bah, ce use case, en effet, qui a été hyper pertinent et qui montre aussi le focus qui est mis sur l'impact et la mission de l'entreprise. Belle transition du coup. Donc je te propose qu'on fasse un petit rollback il y a presque un an, même pas un an. Pour rappel, tu postulais du coup pour le poste de Head of Product. En tout cas, on était venu, je crois que c'était passé par un chasseur de tête. On est Ouais. venu te chercher pour ce rôle-là. Et tu t'es retrouvé face à un use case qui était un vrai exercice de style. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, 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 alors le use case hyper intéressant, hein, c'était, tu es, CPO de J'Agis, on est à la Product Conf de juin 2025, et en fait, tu as été, speakeuse à la keynote et tu comment est-ce que, on a bâti une entreprise, une orga, produit, qui a de quoi, de pas rougir en tout cas, parmi la place, parisienne et en ayant maintenu et concrétisé l'engagement, d'entreprise à impact. Voilà, rien que ça, simple, efficace, l'intitulé, était, Ouais, assez c'est stimulant. c'est parfait comme use case et le timing est on ne peut mieux choisi. LPC 2024, c'est dans quelques jours. Du coup, tu te prépares pour l'année d'après, en fait, finalement. Je commence à noter Euh, mes idées, ouais. hyper intéressant parce que les use cases, c'est jamais. Enfin, moi, je sais que c'est un exercice que j'ai jamais aimé, ni faire moi en tant que candidate, ni faire à d'autres. Je pense que si on m'avait écouté, il y aurait jamais eu use case quand j'ai recruté des gens. Même si c'est utile, mais c'est toujours extrêmement complexe. Ce Mmh. use case-là, il l'est encore plus, en tout cas dans la posture que tu dois prendre au début. Comment est-ce que tu l'as abordé? Écoute, je suis hyper d'accord avec toi. Moi, j'ai jamais aimé cet exercice, que ce soit pour le faire passer ou pour le passer moi-même. Il est clairement, enfin, c'est tellement facile de se prendre Ah bah des les pieds. use cases. Ouais, j'ai un moment pendant j'ai eu ce mindset de me dire: «Mais en fait, j'arrête ça, voilà». Mais bah, celui-là, il m'a peut-être un peu réconciliée justement avec l'exercice parce qu'il est hyper intéressant. Comment je l'ai abordé? Moi, avec beaucoup d'enthousiasme comme tu l'auras compris. Après, je trouve que l'idée, tu vois, de prendre de la hauteur, sur, mon expérience, les convictions que je peux avoir, par rapport à, c'est quoi une orga produit qui fonctionne, la culture, produit, qui moi me semble pertinente. Et tout ce que j'avais compris aussi à l'époque du contexte, jagien avec les quelques entretiens que j'avais pu, passer, bah, en fait, c'est vraiment super parce que ça permet de se faire un petit instant de pause et bah, de formaliser tout ça. Donc c'est un double avantage. Pour moi, ça me permet vraiment de structurer un plan en fait, de dire: «OK, comment je me projette dans cette, mission qu'on pourrait, me confier, si je vais jusqu'au bout de l'aventure, en tout cas du process de recrutement. Comment je me projette dans cette mission? Comment je me projette dans l'entreprise et du coup, est-ce que je m'y projette?» Donc déjà ça, c'est pas mal pour moi. Et en face de moi, pour, GAJ, pour les personnes qui ont pu assister à la restitution de mon use case, et ben, ça leur permet vraiment de tester mon mindset. Recruter quelqu'un en lead product dans une entreprise comme celle-là, c'est quand même pas quelque chose d'anodin, hein. Se tromper, ça peut vite avoir des répercussions assez négatives. Donc du coup, bah, là, avec ça, clairement, tu peux pas mentir sur, c'est quoi ton mindset, qu'est-ce que tu as appris de tes compétences, comment est-ce que tu projettes, ce que tu as appris, ton expérience et tes connaissances avec les besoins et la culture de l'entreprise. Donc vraiment super et je trouve que cet exercice vraiment de, un peu sortir de soi, donc tu prends de la hauteur sur quelque chose qu'en fait tu as pas encore fait, en imaginant les difficultés, les réussites, que tu pourrais avoir, c'est assez sain. C'est assez sain et hyper enthousiasmant. J'imagine, ouais. Et du coup, est-ce que tu as vu, parce que tu as fait quelques use cases par le passé, j'imagine, tu as eu un parcours assez varié. Est-ce que tu as senti une vraie différence au-delà
du sujet qui était un peu particulier et qui demandait une prise de recul, effectivement. Est-ce que tu as senti une différence dans ta manière de l'approcher parce que c'était pour une entreprise à mission? Ou est-ce qu'en fait, le même cas dans une autre boîte, tu aurais répondu globalement de la même manière? Bah, écoute, un peu les 2 en réalité. Il y a des choses qui auraient été, sûrement, équivalentes et d'autres qui ont été très, très différentes parce qu'en fait, la façon d'organiser une équipe, le mindset produit, alors moi je suis très tournée autour de l'impact. C'est quelque chose que en fait tu mets en œuvre, que tu sois dans une entreprise, à mission, ou pas. Enfin dans tous les cas ton objectif, enfin une partie de ton objectif quand tu as ces rôles-là, c'est, bah, la réussite des objectifs de l'entreprise. Donc tu vas mettre en place cet orga-là. Cette culture, moi, je suis très convaincue qu'un bon PM, c'est quelqu'un qui sait faire la juste balance entre le feedback, la data et une conviction. Alors une conviction qui vient pas de nulle part, hein, une conviction alimentée par une vision, etc. Mais en tout cas, un équilibre de tout ça. Donc celle-là, cette culture-là, aurait aussi été la même. En tout cas, j'aurais expliqué de la même façon dans un autre contexte. Et puis Ouais. après, au niveau méthode et outils, ceux que je trouve moi efficaces, bien évidemment, j'aurais fait le même exercice là-dessus. Par contre, là où il y a quand même des choses, très fortes qui changent, c'est, sur les différents piliers que j'ai abordés pendant mon use case. Il y en a 2 très importants qui sont la vision et la capacité à, prioriser. Donc c'est 2 points chauds en fait qui font que, bah, c'est facile de se louper, c'est facile de cramer de l'énergie, on va dire, pour les mauvaises raisons. Et clairement, quand tu fais un use case ou quand tu projettes une organisation pour une entreprise à impact ou une entreprise à mission, la vision, elle est très riche de base. Elle est nourrie, elle est riche, même si c'est pas une vision produit hyper concrète, aboutie, comme les stock analysts du produit peuvent l'entendre. Elle a quand même l'avantage d'exister. Là où dans d'autres entreprises, ça peut être plus difficile. En tout cas, elle existe, elle est ancrée, elle est vraiment diffusée. C'est pas difficile d'embarquer les gens là-dessus. Après, sur l'aspect de priorisation, en fait, très concrètement, et là vraiment, je vais parler très terre à terre, bah, vu que l'impact attendu est hyper central dans ce genre d'entreprise, et ben en fait, on va en faire un élément même de priorisation. Là où tu vas mettre en place des outils avec des matrices que tu vas adapter à chaque fois au contexte de l'entreprise, et ben là, dans un contexte comme celui-ci, l'impact, la mission de l'entreprise est un élément même de priorisation. Donc clairement, ça fait la différence et ça permet vraiment de montrer pendant tout ton use case que bah, tu pars d'un démarrage qui est la vision et qui est forcément le reflet de ce que tu as compris de la mission de l'entreprise et dans tout ce que tu décris comme organisation, outils, culture, interaction avec les autres équipes, en fait, tu retrouves à chaque fois des éléments de la mission et de l'impact là-dedans. Donc là, ça fait une vraie différence. Oui, j'imagine effectivement, je pense que c'était probablement crucial pour eux et pour toi, dans l'autre sens, de réussir à démontrer que tu étais capable de prendre toute ton expérience que tu avais eue sur le passé, de prioriser des sujets, prioriser une strat en fonction d'enjeux business à un contexte où c'est pas uniquement un enjeu de chiffre d'affaires, de part de marché, etc., mais un enjeu un peu plus grand derrière, d'impact sociétal. Avec en plus Ouais. cette double casquette du produit qui est en marque blanche et du produit que vous utilisez vous-même pour la mutuelle. Donc je pense que Bah, c'était effectivement un élément hyper clé. ouais, et qui est en effet, et d'autant plus Euh, que c'est toujours, enfin, encore une fois, hein, le truc vraiment clé, c'est réussir à pas cramer l'énergie là où elle doit pas être mise. Et comme tu le dis, quand tu as deux missions, deux activités, on va dire, dans l'entreprise, ça complexifie déjà de base un peu le sujet. Mais là, en effet, tu gardes un cap qui est très clair et qui t'aide vraiment à bah, faire ton taf de product lead en mettant en place la bonne stratégie et puis en embarquant les équipes toujours dans la bonne direction. ouais. La particularité aussi, je pense, d'une boîte comme J'agis, c'est le secteur, la santé, qui est pas le plus simple. Enfin, en tout cas, c'est très réglementé, très normé, etc. Euh, J'imagine que ton expérience chez Listen avant t'a aussi aidé euh, pour mettre le pied dedans et pour démontrer certaines des choses que tu voulais présenter dans ton use case.
Ouais, alors ça, il y a aucun doute là-dessus, hein. Je pense que sur 2 aspects, ça a pu vraiment m'aider. Le premier, c'est vraiment sur, je dirais, l'hyperconscience, des problèmes des acteurs de ces milieux-là, qu'ils soient, professionnels de santé, les patients et tout ce qui gravite autour, hein. Donc, on parlait de sécurité sociale, mutuelle et cetera. Donc en fait, avec tout ce que j'ai pu voir chez l'IFEN, bien évidemment, ça m'a donné cette conscience-là. Et c'est hyper important pour, en fait, être apte à vraiment comprendre l'impact des produits qu'on fait, sur les utilisateurs et à quel point ça peut impacter, vraiment, leur vie. Il y a des enjeux très, très forts, là-dessus. Et la deuxième chose, c'est, la santé, comme tu le disais, c'est un milieu qui est hyper complexe. Je pense que c'est vraiment la montée en compétence qui m'a été, donnée de faire la plus ardue, la plus longue surtout et puis je suis pas quelqu'un de patient donc vraiment au bout de 6 mois quand tu te rends compte qu'il y a encore des choses que tu as pas complètement, en main, qu'il y a des petites notions qui t'échappent encore, c'est assez frustrant. Donc du coup, je suis arrivée avec ce bagage-là de connaissances en effet déjà de normes, de codes, de toutes les contraintes, qu'elles soient réglementaires ou autres, qui peuvent jouer là-dedans. Après, voilà, la mutuelle reste quelque chose de très particulier au milieu de tout ça. Donc, bien évidemment que j'ai dû et que je continue encore à apprendre des choses là-dessus. Mais c'est certain que l'expérience chez l'IFEN m'a vraiment aidé pour le démarrage chez Gigi et pour le use case, bien évidemment. Évidemment. Je te propose qu'on fasse le bilan du coup, après ce use case. Et pour commencer ça, tu as parlé de 2 piliers en particulier. Alors je sais que tu en avais d'autres dans ton use case, mais sur ces 2 piliers-là, qui sont la vision et la manière de prioriser, où est-ce qu'ils en étaient quand tu es arrivé? Et peut-être avant de répondre, pour qu'on ait bien le contexte, comment était géré le produit avant ton arrivée en tant que head of puis, CPO? Ouais. Donc le produit était géré par, Quentin, donc le CEO en direct, et donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément parlé du contexte de l'équipe même. Chez Jagi, c'est 5 PM, 3 designers, et maintenant aussi, l'équipe marketing qui vient de nous rejoindre pour actionner concrètement, tout l'aspect, product marketing, donc ça, c'est assez chouette. Donc ça fait une belle équipe, 4 PM vraiment, focalisés pardon sur, organisés en squad assez concrètes sur les différents points du produit, et une Ouais. dernière qui est, dédiée à la partie, santé responsable. Donc quand je suis arrivée, en fait, il y avait beaucoup de choses, en tout cas beaucoup de volonté de faire. En effet, mon use case, je l'ai bâti sur 6 piliers. Donc on a parlé en effet de la vision et comme je le disais, quand tu arrives dans une entreprise à mission, l'avantage c'est que la vision est là, même si elle est toujours perfectible, même si là on va la retravailler en juin, tu vois, pour vraiment faire une vision produit, mais en tout cas elle était déjà là, donc ça c'est même pas un sujet en fait en arrivant. Ouais. Par contre, sur d'autres piliers, c'était pas complètement ça. En fait, pour moi, il y avait un petit manque en fait autour vraiment de ce que moi je mets sous la culture et mindset produit. Donc comme je disais, moi je suis très basée sur l'impact. Les équipes, elles sont organisées par impact et pas par produit, etc. Ce qui veut dire que tu connais tes utilisateurs, tu sais à quel point ce que tu fais, ta nouvelle fonctionnalité, elle va pouvoir les aider et à quel niveau. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas très très présent. On a un avantage chez Jagi, c'est d'avoir des experts métiers en interne. On a nos propres gestionnaires de santé, par exemple. Mais ce qui fait aussi que l'équipe produit a été longtemps tenue à distance d'autres utilisateurs, de nos clients en marque blanche notamment. Donc tu vois, il y avait un peu une ambivalence là-dessus, en tout cas. Et au niveau data, on est une entreprise qui est très tournée data, mais sur un type de data en particulier. Du coup, on n'a pas tellement en fait la mesure de l'impact. Encore une fois, vu que la culture n'était pas, en tout cas celle que moi j'entends, n'était pas complètement en place, on était quand même plutôt là-dessus. Donc on était par exemple sur des roadmaps en liste de features, sur des équipes qui étaient organisées vraiment en feature team sans vraiment le dire. Par contre, il y avait aussi un pilier que j'ai mentionné dans mon use case qui, moi, me semble important, qui est tout l'aspect partenariat.
et à quel point, en fait, trouver les bons partenariats peut permettre d'accélérer, pas mal de choses, dans le produit et même, au-delà. Et en fait, vu que Gialdi est pas mal positionné comme acteur engagé dans son propre écosystème, on avait naturellement des partenariats qui étaient déjà en train de se créer ou qui étaient déjà en place. Donc, Ok. on continue à avancer, hein, mais c'était des choses déjà pas mal avancées. Ok. Quand tu parles de partenariat, du coup, tu parles d'autres acteurs de la santé. Si tu peux Ouais. nous donner un ou deux exemples. Oui, ça peut être, par exemple, un partenariat pour permettre, à n'importe qui d'accéder à, de la téléconsultation, via son espace, adhérent pour, permettre à tout le monde de bénéficier de l'accès à la santé, par exemple. Ou alors, il y a, Ok. d'autres sujets autour de One Health, par exemple, qui sont c'est des regroupements avec d'autres acteurs qui sont là pour, essayer de faire émerger de nouvelles pratiques et des nouvelles façons de penser beaucoup plus profondément, dans la société. Donc voilà, on peut trouver des choses, à différents niveaux. Ok. Hyper intéressant. Ça fait beaucoup écho à cette importance que j'essaye de faire émerger de l'écosystème dans les boîtes justement à impact, qui est pas tout à fait le même que quand tu travailles dans une entreprise lambda où certes, tu as un écosystème, mais il est majoritairement composé de concurrents et on a souvent du mal à voir les concurrents autrement que comme des concurrents. Donc, quand tu travailles sur des sujets d'impact, des problématiques de société, tu n'as pas le choix. Si tu veux faire bouger les choses, il faut que tu travailles avec ces acteurs-là. Il faut que tu fasses émerger des synergies et qu'il y a un mouvement global qui se mette en place. Donc, hyper intéressant de savoir que c'est un élément que tu avais déjà dès ton use case identifié et sur lequel j'imagine que tu as pas mal bossé ces derniers mois. Exactement. Euh, un an après, du coup, enfin presque un an après, mais pas encore, t'en es où dans la mise en place de ton plan? Et est-ce que si dans un an on te tenait le micro pour monter sur la scène à LTC, est-ce que tu serais apte à dérouler ce plan? Ouais, je pense que ce serait le bon moment. En effet, dans un an, il y a quelqu'un récemment qui m'a dit: «Mais en fait, dès que tu lances, un peu des plans de transfo, faut attendre 18 mois pour avoir les résultats». Bon, 18 mois, c'est environ 3 vies, à l'échelle de Jagi, donc on va essayer d'être un peu plus impactante dans la mise en œuvre du plan. Mais, mon plan, il avance sur les 6 piliers. Dans tous les cas, bien sûr, il avance pas assez vite, ça on est bien d'accord. Mais en fait, moi, ce que j'en pense, c'est que, j'ai lancé un plan et en fait, c'est les équipes qui vont faire en sorte qu'il se passe. Donc il va se passer avec, la Jagi Touch, avec, ce que les équipes vont faire, avec, à quel point moi j'aurais réussi à les, embarquer avec moi. Et à quel point aussi j'aurais su m'adapter à, des choses que, bah, j'ai forcément pas vues, avant mon use case, bien évidemment, et que, j'ai pu, découvrir, en étant vraiment en interne. Donc encore une fois, les choses avancent et ça, c'est chouette. Moi, je garde en vue surtout ma propre mission en tant que CPO, en fait. Moi, je pense que tu seras d'accord sur le fait de dire que, quand tu es une entreprise à mission, il y a aussi, une réalité économique, avec laquelle il faut composer. Moi, mon objectif en CPO, c'est de faire en sorte qu'on soit en vie, qu'on réussisse à faire notre place pour justement pouvoir accomplir notre mission. Donc ça veut dire parfois, mettre son focus, alors pas ailleurs et pas, complètement à l'opposé de la mission, mais parfois peut-être la garder, en tête et faire autre chose, pour, bah, gagner du temps, pour gagner sa place et après avoir l'opportunité, de le faire. Donc moi, ce que j'essaie vraiment de faire, c'est de définir les objectifs, de montrer où est-ce qu'il faut qu'on aille, aujourd'hui, demain, pour s'assurer qu'après-demain, on sera vraiment là où la mission nous amène. Donc ça c'est important et je pense que là-dessus, mon plan, je continue à le dérouler et donc c'est des enjeux dans tous les cas de réussir à embarquer les équipes encore et de garder le focus pour mener à bien, la mission. Mais ça veut dire aussi du coup, bah, s'adapter, hein, s'adapter aux missions au moment pardon de l'entreprise, au moment du marché et puis, savoir faire des compromis quand il faut, tout simplement. Effectivement, je te rejoins à 100%. Il n'y a pas d'impact sans compromis, sans pragmatisme. Mmh. Et c'est difficile d'avoir de l'impact sans aller chercher un peu de croissance, etc. Et je pense que tu as raison dans le sens où c'est vraiment un enjeu de communication, d'alignement des gens. Et c'est un enjeu qui est essentiellement à l'échelle
du C-level, du tien et des autres personnes qui sont à ce niveau-là. Parce que si tu n'arrives pas, toi, à embarquer les personnes en leur démontrant, en leur expliquant pourquoi tel compromis est fait, pourquoi on laisse un peu de liberté avec la mission à un moment donné, sans trop la perdre de vue, bien sûr, sinon je débarque avec j'allais dire avec mon souhait, c'était un peu violent. Mais en tout cas, pourquoi on prend ce pas de côté pour derrière avoir plus d'impact sur le long terme. Et Ouais. ça, c'est un enjeu extrêmement fort. Ouais. J'ai une dernière question à te poser, et après je te libérerai. Je sais que tu as beaucoup à faire. Je dis souvent que je suis une product manager tendance poil à gratter et surtout qui n'aime pas la langue de bois. Alors moi j'ai envie de savoir, parce qu'en plus tu viens de nous parler des compromis à faire et du fait que ça fait grandement partie de ton rôle, c'est quoi ton secret pour éviter le bullshit? Oula, mon C'est secret pour dommage. éviter le Je suis sûr que t'en bullshit, as. ouais, je pense le réflexe, enfin le truc qui me vient en tête directement quand tu me parles de comment on fait pour éviter le bullshit, c'est en fait ne pas avoir d'ego. Ne pas avoir d'ego et garder sa mission en tête. Enfin, tu vois, c'est quand t'es quelqu'un qui sait où il va. Alors, je dis pas que c'est facile tous les jours, hein, bien évidemment. Encore une fois, je suis pas Wonder Woman non plus. Mais c'est quand tu sais où tu veux aller, quand t'as pas d'ego et que ton objectif c'est de faire avancer les choses, qu'elles soient collectivement pour l'entreprise, pour les gens de ton équipe, parce que c'est important aussi de vouloir faire grandir les gens de ton équipe et soi-même aussi de vouloir grandir et d'apprendre au milieu de tout ça. Et ben il n'y a pas de bullshit, c'est pas possible. Et du coup, ça, ça nécessite clairement de pas avoir d'ego, de pas attendre à toujours se mettre en avant, de pas avoir de posture parce que on a un poste, un titre ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est pas d'ego, c'est mettre les mains dans le cambouis, c'est se relever les manches et pas se limiter à bah en fait ça fait pas partie de mon périmètre, ça n'existe pas ça. Quand on est product et notamment dans quelque chose, enfin, dans une entreprise à mission, tout nous concerne. Si les choses n'avancent pas bien, c'est aussi de notre faute. Si on peut aider alors que ça nous fait dévier de notre fiche de poste, on le fait aussi. L'important c'est voilà de garder le pourquoi on fait les choses. Vraiment pourquoi on fait les choses et pas d'ego. L'ego et la communication. Je Ouais, pense ouais. que ce sera un super mot de la fin. Ouais, ouais. Merci mille fois Nathalie, c'était hyper chouette d'avoir cette discussion avec toi. Et bah écoute, je suis sûre qu'on a plein d'autres sujets à aborder ensemble, mais je te remercie vraiment pour ce temps et d'avoir partagé ce petit bout de ton expérience avec nous. Avec grand plaisir. Merci à toi. À bientôt.